va démarrer. Merci d'être avec moi pour cette session, parce que c'est une session un petit peu particulière. Alors, déjà, je me présente, je m'appelle Christophe Nazar, et comme je disais, je voulais vous remercier d'être avec moi pour cette session, parce que c'est à peu près la seule session où on va parler de trucs qui ne marchent pas. Toutes les autres, on vous montre des trucs géniaux qui marchent, que c'est génial. Et là, je vais essayer de vous montrer comment construire vos propres outils pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Donc, merci d'être avec moi. Alors, voici l'agenda de la session. J'ai une petite question pour vous. Qui a déjà utilisé CLRMD ? Génial, personne. Donc c'est super, c'est super. Donc ça va être tout nouveau, tout beau. Et donc ça, c'est l'agenda que je vais suivre. On va démarrer par une petite introduction, puisque vous ne connaissez pas. Le principe, c'est il y a un problème qui se passe. Comment on fait quand on fait une investigation ? Généralement, on passe par ces 3 étapes. On essaie d'identifier où le problème peut être, d'où est-ce qu'il peut venir. Donc, généralement, on regarde des métriques, des compteurs de perf, des traces CTW. Puis après, on essaie de comprendre le problème. Et pour essayer de comprendre le problème, le but, c'est quoi ? C'est d'en sortir de cette étape-là avec une assumption, une hypothèse. On construit une hypothèse. Et la 3e étape, c'est on essaie de valider ou d'invalider l'hypothèse pour chercher et trouver la cause du problème. Et si on n'y arrive pas, généralement, on est descendu d'un cran dans le problème et on recommence en descendant, en creusant jusqu'à ce qu'on trouve. Alors ça c'est la théorie, ce qu'on a à l'école, dans les slides et tout ça. Mais c'est vrai que généralement, on suit ça et à chaque étape, on a des outils particuliers. Alors quand on a des problèmes de mémoire, on va utiliser des profilers mémoire, des problèmes CPU, on va utiliser des profilers CPU. Et puis, quand on n'a pas de chance, quand le problème il intervient en production sur nos serveurs, où les admins nous attendent avec des battes de baseball, on n'a pas forcément envie d'aller jouer dessus, quoi. Si on a déployé notre application chez des clients, c'est pareil. Comment on peut faire pour avoir un snapshot, une vue de ce qui se passe vraiment ? Et donc c'est là où on arrive vers le bas, là où on fait ce que j'appelle une analyse post-mortem. C'est-à-dire qu'on arrive au moins à demander à prendre un snapshot de la mémoire de notre application ou de faire tourner un tout petit outil là-bas qui nous ramène les informations. Et ça veut dire que on finit par faire du WinDBG. Est-ce qu'il y en a qui ont fait du WinDBG déjà ? 2. D'accord. Donc ça, c'est ceux qui sont sortis de l'hôpital. C'est bien. C'est bien. WinDBG, c'est le débugger natif de Microsoft et sous Windows. Et il est resté dans les années 90, mais tout début des années 90. Donc la UI est comme ça. Et il est natif, donc il y a une extension qui est fourni par .NET, qui s'appelle SOS. Alors ils sont rigolos les développeurs. SOS, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire Son of Strike. C'est le fils de Strike qui était le nom quand ils l'ont créé. Mais bref, vous avez des commandes cryptiques avec des lignes des paramètres, des trucs. Donc ça vous voulez pas forcément y aller, quoi. Donc c'est là où ça peut être intéressant de pouvoir construire ses propres outils. Et c'est aussi le fait que c'est pas vraiment scalable. Parce que quand vous manipulez des memory dumps qui font 20 gigas, 30 gigas, 40 gigas, et que vous devez essayer d'avoir dedans la liste de tous les objets, etc., ça prend forever. Et il faut suivre à la main. C'est pas vraiment là où on veut aller. Donc, c'est pour ça que CLRMD arrive à la rescousse sur son cheval blanc. Et en gros, qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Ça vous permet d'écrire du code C# pour analyser le contenu d'un process, que ce soit un process live qui est en train de s'exécuter ou un memory dump qu'on a pris d'un process. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc j'espère qu'ici, vous aimez bien écrire du C# parce que c'est ce que je vais faire. Et, magnifique animation,
votre imagination sera votre limite. Voilà, ça c'est le côté marketing, hein. C'est le seul que je vais vous faire. Je ne sais pas faire de claquettes ni rien. Mais quand même, je voudrais vous donner quelques exemples de la manière dont moi j'ai utilisé CLRMD. Ça va déjà vous donner une idée de la puissance du biniou et de ce qu'on peut faire avec. D'accord? Alors je vais prendre ma chaise. Ah, ça c'est le privilège de l'âge. Alors, on va voir ce que j'ai fait. Alors, est-ce que vous voyez l'application en haut là? C'est pas la peine de la zoomer. C'est bon. Bon, alors, ça c'est une petite application, elle fait rien, elle duplique des strings, elle crée des timers, tout ça. C'est juste pour la démo. Et j'ai une autre application qui est vachement plus belle, hein, c'est du WF quand même, Cette application, ce qu'elle fait, c'est qu'en gros, à chaque fois que je fais une analyse sur les chaînes de caractères qui peuvent être dupliquées, donc prendre trop de mémoire, si j'ai des problèmes sur des timers, dans la thread pool, pour les threads ou d'autres choses, j'écris mon analyse, et comme ça, la prochaine fois que j'ai un problème, j'ai juste à cliquer sur un bouton. Alors, petite note, ce que je vous montre ici, le code source est disponible sur GitHub. Donc si vous cherchez mon nom et debugging extension, il y aura les liens sur le dernier slide. D'accord? Donc vous aurez tout ça. Alors, qu'est-ce que ça fait? Comme je vous disais, comme j'ai déjà fait des analyses, là dans mon exemple, je charge un dump de l'application. D'accord? Donc quand je fais mon analyse, je peux voir en cliquant la liste de toutes les chaînes de caractères triées avec leur taille en mémoire et le nombre d'instances. Donc ça permet très rapidement, sans faire de commandes vraiment bizarres, d'avoir une vue sur ce qu'il y a au niveau de mes chaînes de caractères. Je peux aussi avoir besoin de choses un peu plus poussées. Qu'est-ce que je veux dire par poussé? Je veux dire que j'ai déjà dû affronter le merveilleux garbage collector de .NET et c'est très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est très compliqué? C'est qu'au bout d'un moment, on a besoin de comprendre comment ça marche et de comment la mémoire, elle est gérée par la CLR. Donc qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit une application qui, alors cette fois je vais zoomer quand même un tout petit peu, voilà. Donc ça vous montre quoi? Ça vous montre que la mémoire de mon process, elle est générée à partir de génération 0, génération 1, génération 2, et ce qui est en haut, c'est la large object heap. Donc ce que vous voyez là, si je vous dis que en bleu, c'est la taille des segments, et que j'ai mis en relatif la taille de chaque génération, on voit que c'est la gène 1 qui fait le plein. Mais si je vous dis en plus que le blanc, c'est la partie vide, là, vous pouvez vous dire, on dirait qu'il y a de la fragmentation. Et si en plus je vous dis les lignes rouges verticales, c'est quand la mémoire, elle a été pinée par le code. Donc ça peut être explicitement ou à l'insu de votre plein gré si vous faites des I/O asynchrones. Et là, on peut voir, juste vraiment voir, on n'a pas besoin d'avoir du texte avec des listes, on peut voir d'où peut venir le problème. Dans notre cas, le souci qu'on avait, c'est qu'on faisait beaucoup d'appels I/O asynchrones et on se retrouvait avec beaucoup de lignes rouges, notamment sur la gène 0, et quand ça arrive au bout de la gène 0, ça empêche le garbage collector de libérer la mémoire. Et donc tout était bien, il n'y avait pas de fuite, mais on avait une consommation mémoire qui était anormale. Et avec ce type de représentation, on a pu facilement comprendre pourquoi on avait le problème. C'est la limite de mon imagination, d'accord? Après la vôtre, je ne sais pas, mais j'ai confiance. Alors, ça c'est à peu près ce qu'on peut faire. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que c'est? CLRMD, c'est un package Nugget qui est fourni par Microsoft. En plus de fournir ce package Nugget, il fournit le code source sur GitHub. Donc le code source sur GitHub, on ne va pas aller le voir, hein, je ne vais pas vous infliger ça non plus. Mais ce que je veux quand même vous dire, c'est que vous avez accès au code source, il y a de la documentation, et il y a des petits samples, des petits exemples un peu simples,
qui sont pas mal. Et il y a aussi un lien vers des samples un peu plus avancés. Parmi ces samples avancés, il y en a un dont je voudrais vous parler parce que ça reflète le travail que je fais chez Criteo. En gros, je fais partie d'une équipe qui optimise les performances des applications, et quand il y a des problèmes, ils viennent nous voir, mais en .NET. Et je bosse à côté de quelqu'un qui, lui, fait la même chose, mais pour Java. Donc, on échange les types centriques, les trucs qu'on peut faire dans l'un ou l'autre, et dans une de ces discussions, il est venu sur la table le fait qu'avec la JVM, on peut nativement récupérer la liste des threads d'un process et leur call stack comme ça. Et là, moi, j'étais là, en .NET, on ne sait pas faire ça. Bah là, vous avez l'exemple, tout en haut, là, le CLR stack, qui est un exemple qui vous montre comment récupérer les call stacks de tous les threads d'un process. Donc les samples sont là, le code source... alors, c'est du C#, hein, c'est pas du C++, c'est pas du... Normalement, vous devriez pouvoir le lire, ça. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que, comme vous avez le code source, des fois, c'est pas mal de regarder comment est-ce qu'ils ont implémenté la partie que vous êtes en train de regarder. Sur les threads, sur la thread pool, des choses comme ça. Ils utilisent des patterns dans leur code qui vont permettre d'avoir du code aussi plus performant dans vos outils. Je vous montrerai un petit exemple après. Alors, on va commencer, parce que les slides c'est bien, mais on va mettre des trucs dans les slides. Alors ça c'est quoi? C'est le type de base fourni par le Nugget. C'est-à-dire que vous allez avoir un object model qui est fortement typé, et le point d'entrée, c'est ce data target. Je vais y arriver. Ce data target. Comment vous récupérez un data target? Vous récupérez un data target avec deux fonctions. Donc vous avez les attach to process pour vous attacher à un process live ou le load crash dump. Donc ça, ce sont les deux méthodes qui vous permettent de récupérer l'instance du data target correspondant soit à votre live process, soit avec votre dump. Bon, une fois que vous l'avez, qu'est-ce que vous récupérez? Vous récupérez l'architecture, si vous êtes en ARM, si vous êtes en x64, AMD64, etc. Et l'autre partie qui est beaucoup plus intéressante, c'est le pointer size. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'il faut bien comprendre que le tool que vous allez écrire, il va vouloir analyser soit une application, soit un dump, et il faut que le bitness, j'ai pas de meilleur mot en français, mais en gros, si votre application ou votre dump sont en 32 bits, votre application devra être en 32 bits. Pareil pour le 64 bits. Donc, le load, crash dump ou l'attache to process va fonctionner, et c'est à vous de vérifier à travers le pointer size, si jamais ça vaut 4, c'est du 32 bits, si ça vaut 8, c'est du 64 bits. Donc c'est un check qu'il faut faire, parce que si vous appelez d'autres fonctions après, c'est fini, ça va cracher. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite méthode qui s'appelle enumerate module, ça vous renvoie la liste des modules qui sont chargés, et les DLL natives, et les assemblées managées. Ensuite, l'étape d'après, parce que ça c'est quand même à assez bas niveau, je reviendrai sur les symboles locateurs et symboles providers dans le slide d'après. Ce que vous avez, pardon, vous avez la propriété CLR version, qui retourne une liste de CLR info. Bon, pourquoi ils n'ont pas pris le même nom, j'en sais rien. Pourquoi vous auriez plusieurs CLR dans votre application? Ben parce que depuis la version 4, Microsoft permet d'avoir une CLR 1 ou 1.1 en plus d'une CLR 2 et plus. Ça vient d'Office qui avait un système de plugins et ils voulaient être capables de charger des plugins de versions plus anciennes par rapport aux nouvelles. Donc nous, aujourd'hui, généralement, on n'en a qu'une et donc on va récupérer la CLR info, la première CLR info. Alors, qu'est-ce que nous donne cette CLR info? Alors, elle va nous donner dans la version, sa version, la 4.7.3, des infos sur le module lui-même. Et vous voyez les trois fonctions en bas, là, le create runtime. Celles-là vont nous renvoyer la CLR runtime, l'instance de la CLR runtime, qui expose tout ce qu'on veut. Donc,
pourquoi je vous ai mis des petits trucs en dessous là, et que je reviens sur le symbole locator du slide d'avant, c'est parce qu'il faut comprendre comment est-ce que ça marche. Si jamais vous utilisez WinDBG avec SOS, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous installez .NET sur une machine, il installe la CLR, la BCL, toutes les classes qui vont bien, et en plus, il vous installe 2 DLL. SOS.dll, qu'on peut utiliser pour nos analyses dans WinDBG, et mscordac wks.dll. Donc SOS, c'est les commandes de haut niveau. Alors haut niveau, on est d'accord, hein, mais ça s'appuie sur le mscordac wks, qui est en gros le data layer qui permet d'accéder aux internals de la CLR. Et CLRMD s'appuie sur la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à CLRMD où est-ce qu'il peut trouver ces 2 DLL. Donc, pour faire ça, on lui passe dans le symbole locateur une commande d'une clarté biblique, on va dire. Hein. Pour ceux qui ont fait du WinDBG, c'est-à-dire 2 personnes qui sortent de l'hôpital il n'y a pas très longtemps, hein, comme je viens de dire, la syntaxe, elle est ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça commence par SRV, vous mettez une étoile pour les séparateurs, et généralement, vous mettez un répertoire local de votre machine pour accélérer si vous faites vous lancez votre outil plusieurs fois, c'est pas la peine qu'à chaque fois il aille les chercher. Et donc, s'il les trouve pas, il va les chercher sur ce endpoint fourni par Microsoft. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appeler les create runtime. Alors, voilà, là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la CLR runtime? On a tout. Donc c'est de là que vraiment vous allez commencer à avoir les informations qui vont être pertinentes pour vous. Donc d'abord, vous avez la liste des abdomens. Bon, qu'on n'a plus dans le .NET Core, mais on les a avant. Et vous allez voir que c'est très important pour gérer les valeurs des champs statiques de vos classes. Ensuite, vous avez la heap. Alors ça, le tas, je vais y passer beaucoup de temps. Donc j'y reviendrai après. Vous avez encore modules, qui est la propriété qui, on dirait que c'est la même chose que ce qu'on a sur le data target, mais pas tout à fait. Donc je vais vous montrer les différences. On a le pointer SAS. Alors là, je ne sais pas pourquoi, parce que de toute façon, si on n'avait pas le bon, on serait mort juste avant. Donc bon, mais on l'a quand même. Serveur GC, ça vous permet de savoir si votre application tourne avec un garbage collector qui est plutôt workstation ou qui est plutôt serveur. Et puis ensuite, vous avez des infos sur la thread pool, le nombre de threads, tout ce qui est en attente d'être exécuté, est-ce qu'il s'exécute, et la liste des threads ensuite. Bon, vous avez des informations plus avancées, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est à partir de celle-là que j'ai pu faire ma superbe représentation graphique de la mémoire. Vous avez d'autres informations liées à COM, avec le get ccw data by address, pour COM callable wrapper. Vous avez des manières d'avoir des signatures d'une méthode. Donc vous pouvez carrément avoir, en plus de la signature, vous avez l'IL. Donc si jamais vous êtes un peu là-dedans à lire ce qu'il y a dans les méthodes, vous pouvez y aller. Mais bon, ce qui va plus nous intéresser, c'est déjà d'utiliser ça, d'accord? On va passer des slides à du code. Comme ça, vous allez pouvoir voir le code qu'il est nécessaire d'écrire. Il faut que je retrouve mes yeux. Voilà. Et puis, on va partir sur une petite application console. Donc, j'ai fait une petite application console. Et le principe, c'est que en argument, est-ce que c'est assez grand? Oui, donc j'aurais dû dire, est-ce que c'est trop petit? Comme ça, il faut que j'apprenne. Alors, dans les arguments, soit vous lui passez un int qui correspond au process ID. Donc, moi, mon exemple ici, dans le titre, j'ai le process ID, 11444. Si jamais c'est pas un int, ben je regarde si c'est pas un fichier de dump. Et puis ben, j'appelle une fonction quand c'est un PID ou sinon quand c'est un fichier. Comment je débug ça? C'est facile. Je vais dans les propriétés. Et puis, donc là, juste pour vous montrer que je ne vais pas vous mentir, c'est bien le 11444. D'accord? Donc ça, quand je vais l'exécuter, il va essayer d'aller s'attacher à cette magnifique application. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai pris sur moi de faire des petits snippets. Comme ça, vous allez voir plus vite comment on écrit. Le but de ça, c'est de vous montrer que, à part le code de démarrage, en gros de choisir entre le memory dump ou l'application,
À partir du moment où vous avez le data target, le code sera le même. Donc vous aurez le code à écrire une seule fois. Le code qui sera dans Analyze Application. Donc le get process target, on va retrouver l'attach to process que j'avais mis dans le slide. Rien de compliqué. Et dans le setup symbols, on va retrouver aussi ce que je vous ai mis dans le slide. Donc le code pour faire la même chose pour lire un dump, et ben cette fois-ci, je passe par le load crash dump avec le nom du fichier et je fais mettre au point les symboles. C'est exactement la même chose que ce que j'ai ici, sauf que j'appelle pas avec les mêmes paramètres en entrée, mais en sortie, je vais mettre setup symbols pour les deux et l'analyse application pour les deux en passant le data target. Donc maintenant que j'ai fait ça, le setup des symboles, eh ben, je vais m'assurer que j'ai bien un cache local. Si jamais je ne l'ai pas, je vais le créer. Et ensuite, je vais mettre cette syntaxe, comme je disais, d'une clarté biblique. Et une fois que ça c'est fait, je peux commencer à faire mon analyse qui, elle, sera la même pour les deux cas. Donc pour les deux cas, j'ai mon analyse application qui prend un data target, ce data target venant soit du dump, soit de l'application. Bon, alors, je sais que c'est mal de faire un try catch tout le monde, hein, ça c'est comment ça s'appelle ? C'est un code smell. Voilà. Quand vous voyez ça, vous vous dites le speaker, c'est même plus la peine de l'écouter, il écrit, c'est pas bon. Ce que je veux juste vous expliquer ici, c'est que vous allez écrire des outils, donc du code, qui sont susceptibles d'être exécutés sur des applications qui sont un peu fracassées ou des memory dumps qui sont franchement vérolés. Donc là, on peut s'imaginer que le code très bien écrit de CLRMD pourrait, hypothétiquement, pas bien marcher. Donc, je vous conseille de protéger quand même votre code de cette manière-là. Vous allez voir en plus qu'au fur et à mesure que vous allez l'utiliser et utiliser certaines parties, certaines API, il y aura certaines exceptions qui vont sortir. Et donc, c'est un bon moyen aussi d'apprendre ce qui peut mal se passer. Alors, qu'est-ce que je veux faire ? Je voudrais récupérer la bitness et la liste des modules. Donc, pour récupérer la bitness, j'ai deux manières. D'abord avec le data target sur l'architecture, et celui dont je vous parlais en regardant la taille de pointer size, si c'est 4, 32 bits, si c'est 8, 64 bits. Bon, et donc là, là j'ai pas mis le test, parce que moi je me suis assuré que j'étais bien en 64 bits, et mon application elle est bien en 64 bits. Mais vous, vérifiez bien ça. J'ai fait... j'ai oublié, le setup symbole il est là, donc normalement tout est bon pour les symboles, je peux appeler mon create runtime. Une fois que j'ai mon create runtime, je peux récupérer la version de deux manières différentes, soit par le target, et je récupère la version, soit par le CLR et le CLR info, la version, etc. Et maintenant je veux charger, je veux montrer les assemblies qui sont chargées. Alors comment est-ce que je fais ça ? Je vais vous montrer les deux manières de le faire. Alors je vais séparer un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux. On va mettre un petit séparateur. Et j'ai deux manières. Soit je passe par le data target et sa fonction énumérate module. Je vous ai dit celle-là, elle vous renvoie les DLL natives et les assemblies managées. Donc moi ici, je m'intéresse qu'aux assemblies managées, donc je peux vérifier qu'elles sont managées. Si elles ne le sont pas managées, je passe à la suivante. Sinon, je leur affiche le nom de fichier. Sinon, je peux passer par la CLR et la propriété module, et là j'ai rien à checker puisque c'est que des managés, et je montre l'assembly name. Donc on va exécuter ça. Si les dieux de la démo sont avec moi, on devrait avoir des informations. Est-ce que c'est assez gros pour vous ? Ouais, c'est bon. Alors, ma machine, c'est un AMD 64, je suis en 64 bits, et j'utilise la 4.7.3. Bon, jusque-là, on est à peu près bon. Alors après, ça se gâte un peu, parce que la liste des... Ça peut être assez grand pour mon écran, mais en gros, cette liste-là a l'air pas tout à fait identique à cette liste-là, à celle qui est en dessous. Les noms sont à peu près les mêmes. J'ai un système configuration ici, j'ai un système configuration là, j'ai du XAML, j'ai de l'XML, mais ce n'est pas les mêmes noms et ça ne vient pas des mêmes répertoires. Donc qu'est-ce que ça vous montre ça ? C'est quoi ces deux listes ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le data target, c'est vraiment la partie qui est le plus bas niveau. Donc ça va vous montrer ce qui est chargé en mémoire.
Donc si jamais je lance Process Explorer, alors Process Explorer c'est un outil de sysinternals qui vous donne plein d'infos, et quand vous sélectionnez l'application, il vous montre la liste des DLL qui sont chargés. Alors je vais essayer pour qu'on puisse voir un petit peu des deux. Et si je zoome, vous ne verrez pas celui du dessus, mais là c'est celui qui contient les native images. Donc native image, c'est là. Ça veut dire que ce que vous montre le data target, c'est la liste des DLL et des assemblées qui sont vraiment chargés au runtime. Pourquoi ça peut être important? Parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous êtes sûr et certain que la version qui est installée sur le serveur, qui a été filée au client, c'est celle-là, avec le dernier patch qui est dedans, et c'est pas normal que ça crache, que ça marche pas. Avec ça, vous pouvez vérifier que c'est vraiment la bonne version, vous avez les bonnes DLL qui est bien celle que vous pensez. D'accord? Donc ça, c'est une bonne façon de l'utiliser. La liste qui est en dessous, j'en ai pas eu personnellement l'usage, mais c'est celle qui correspond à ce que vous définissez dans Visual Studio quand vous ajoutez des références. Donc vous savez que c'est la version en gros 4, mais sans avoir le détail exact. Et donc vous avez ces infos-là, celles qu'on a avec un décompilateur par exemple. Quand vous regardez les références dans un décompilateur, vous n'avez pas la version exacte sur le file system. Vous avez celle qui est référencée au moment de la compile. On va s'arrêter. Hop, on va revenir sur les slides et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je vous ai dit, le Nugget vous fournit un object model qui est fortement typé. Je vous ai montré toutes les propriétés qui vous renvoient les infos sur la thread pool, sur tout ce qu'on a vu avant. Et là, je vais passer un peu plus de temps sur la heap, c'est-à-dire la mémoire telle qu'elle est gérée par le garbage collector. Donc ça, c'est montré par le type CLR heap. Et celui-là, il vous montre plein de choses. Celle qui est en haut, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce que ce booléen, si jamais il vous retourne false, vous pouvez vous arrêter là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, soit le dump que vous avez pris, soit l'application qui est à ce moment-là, il est en train de faire une garbage collection. Donc vous imaginez qu'il est en train de déplacer les blocs partout, donc vous n'allez pas facilement voir ce qu'il y a dedans. Il vous prévient, il vous dit non, c'est bon, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc vous allez d'abord vérifier que can-walk-keep retourne true, et ensuite, là, vous pouvez commencer à avoir des infos. Alors, il y a des choses bas niveau, comme la liste des segments, c'est celle dont je me suis servi pour créer ma UI. Vous pouvez avoir des informations sur les références, par exemple. Qui est-ce qui tient votre objet avec les routes? Donc ça, vous avez ces infos-là. Vous pouvez énumérer tous les types qui sont dans votre application. Et puis après, vous allez avoir les fonctions qui vont nous intéresser quand on veut itérer sur toutes les instances des objets qui sont dans votre process. Parce que c'est généralement ça ce qu'on fait. Donc le code que vous allez écrire, c'est celui-là. Vous allez utiliser le enumerate object addresses. Ça va vous retourner l'adresse de toutes les instances qui sont là-bas. Alors là, ça va commencer à se compliquer un tout petit peu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait du code natif? Alors du C, du C++? Ah bon, bah très bien. Donc, vous savez qu'on vous ment en .NET. Enfin, on vous dit en .NET, il n'y a pas de pointeur. Il n'y a que des références. Hein, les références, c'est l'avenir, tout ça. Bon. La différence entre un pointeur et une référence, c'est que la référence, la valeur du pointeur change. C'est juste ça. Hein. Mais derrière, c'est une adresse. Donc là, ce que j'essaie de vous expliquer un peu drôlatiquement, avec mon humour minable, c'est que dans votre application, dans votre tool, vous avez un espace d'adressage, ce qu'on appelle un espace d'adressage, c'est-à-dire que de 0 à 4 puissance 32 quand vous êtes en 32 bits et vachement plein en 64 bits, vous pouvez mettre vos objets là-dedans. Et ça, vous allez avoir une adresse. Quand vous récupérez un memory dump, CLRND va vous faire croire qu'il y a aussi un address space, mais ce n'est pas le même que le vôtre. Donc l'adresse qui est là, si vous regardez ce qu'il y a chez vous, il n'y a sûrement pas ce qu'il y a là-bas. Et pareil pour un autre process qui tourne sur la même machine. Parce que sous Linux et sous Windows, il y a une encapsulation et on ne va pas aller regarder chez les autres. C'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On récupère des adresses.
avec ces adresses, qu'est-ce qu'on fait? On essaie déjà de voir qu'est-ce que c'est comme objet qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait de la réflexion en .NET? Bon, donc en réflexion, en gros, vous pouvez regarder ce qu'il y a dans votre process et vous démarrez avec le type qu'il y a derrière votre objet. Après du type, vous avez la description des champs, des propriétés, et vous pouvez descendre comme ça. C'est un peu le même principe ici, et on va avoir, une fois qu'on a l'adresse, le getObjectType. Donc, j'ai l'adresse ici, et le getObjectType ici. Une fois que j'ai le getObjectType, ça veut dire que là, dans mon objectType, j'ai un CLRType, et sur ce CLRType, je dis, écoute, donne-moi ce qui est derrière cette adresse. Donc, rappelez-vous, quand vous faisiez du C, tout ça, les cauchemars et tout, un pointeur, c'est un truc, c'est une boîte qui contient une adresse qui pointe vers l'objet. Jusque-là, ça va? Bon. Donc, ce qu'il vous donne, c'est la valeur de ce qu'il y a dans la boîte. Et ce que le getValue vous donne, c'est ce qui est pointé. Donc, c'est ça qui vous intéresse. Et donc là, à partir de ce moment-là, vous commencez à regarder ce qu'il y a dedans et puis zou, quoi. Alors, on va essayer de faire ça avec des strings. Je vous ai montré la petite démo au début où je vous montrais la liste des valeurs dupliquées des strings. Alors, on va regarder comment est-ce que c'est codé. Hop, on va retourner dans mon Scratchpad. Je vais virer les assemblées parce que on n'en a plus besoin. Je vais remettre mes yeux. Et puis, on va aller écrire du code pour voir la liste des strings. Alors, je ne vais pas passer du temps sur le code LinkQ, mais croyez-moi, ce code-là, c'est celui qui est capable de grouper et de trier pour qu'à la fin, on ait la jolie liste et qu'à la fin, tout en bas de la liste, on ait ceux qui prennent le plus de place. D'accord ? Ce qui va m'intéresser, moi, c'est cette compute duplicated strings qui retourne un dictionnaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dictionnaire? La clé du dictionnaire, ça sera la valeur de la string. Et la valeur associée à cette clé, ça sera le nombre d'instances. Compliqué, hein. J'essaie de faire du code compliqué, parce que je sais que c'est une session 400, m'ont dit les organisateurs, donc il faut un peu que je monte du truc un peu chaud, quoi. Alors, on va aller faire un dictionnaire de string int, je ne suis pas sûr que j'y arrive, hein. C'est pour ça que j'ai fait le code. Alors, ce code-là, si vous m'avez suivi jusque-là, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qu'il y a dans les slides. Rappelez-vous, je vous ai dit, attention, toujours vérifier que je peux regarder, sinon ça va me péter à la figure. Donc, je regarde, si je ne peux pas, je m'arrête, je dis désolé, va reprendre un dump ou rattache-toi au process. Et après, ce code-là, c'est exactement le code qu'il y a dans le slide. Donc là où je vais commencer à changer, je vais dire, ce qui m'intéresse, c'est que les strings, quoi. Si jamais c'est pas une string, je m'en fiche. Donc là, je regarde par rapport au type, et donc le nom du type, est-ce que c'est une string? Et si jamais c'est pas une string, suivant. Et quand c'est une string, je lui demande la valeur. Donc rappelez-vous, l'adresse, c'est l'adresse de la string, soit dans le dump, soit dans l'autre process remote. Et puis, je sais que c'est une string. Maintenant, le dictionnaire, je me sers du dictionnaire comme un compareur. Lui, si jamais je lui mets Toto une fois, il va reconnaître que si j'ai un autre Toto, même si ça pointe pas vers le même objet dans la heap, Toto sera quand même Toto. Donc là, je vais récupérer la valeur, le compte actuel. Si jamais il n'y en a pas, je le mets à 0. Et puis, je rajoute 1 dedans. Donc compliqué, hein, c'est un truc... c'est du lourd, hein, c'est le level 400. Hein. Je m'excuse s'il y en a qui ont du mal à suivre, mais voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on se dit, Christophe, t'es gentil, c'est fortement typé, tu nous as montré tous les trucs, c'est plus intéressant que j'aille télécharger CLRMD et que je commence à coder. Ok. Je vais juste vous parler de 2-3 petits trucs qui vont vous faire rester, en fait. Je vous ai un petit peu menti, en fait. Je m'en excuse, mais c'est un peu le but pour éviter que vous vous en alliez. En fait, le getValue, là, le getValue, là, il est un peu pas complètement codé, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le getValue, il va marcher pour un subset limité de types.
Si de l'autre côté c'est un booléen, il va vous ramener true ou false. Si c'est un nombre, il va vous ramener le nombre. Si c'est une string, il va vous ramener la string. Et sinon, il va vous retourner la valeur qui est dans la boîte, l'adresse. Et ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous avez une référence vers un type qui a des propriétés, qui a des champs, parce que les propriétés c'est du syntactic sugar, hein. Ça fait un get et un set sur un champ, et bien il va falloir qu'à la petite mimine vous les rameniez les unes après les autres les valeurs des champs, en espérant que ce soit des booléens, des chiffres et des strings. Si c'est lui-même une référence entre un autre objet, et bien on recommence. Donc là c'est déjà moins marrant là. Hein, je vous avais dit, je ne suis pas là pour faire des claquettes et vous vendre des trucs, mais là, ça devient pas forcément rigolo. Donc, je vais prendre un exemple. Donc là, je monte niveau 400. Hein, j'étais 125 avant, je monte niveau 400. Je vais vous prendre un exemple. On a eu un souci avec des timers et on a dû faire une investigation sur les timers. Et donc, ce qu'on voulait absolument, c'est automatiquement récupérer la liste des timers qui ont été créés dans l'application. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez un timer, vous faites un new timer, derrière, la BCL, alors bon, on a le code source de la BCL, vous décompilez, vous avez tout. Je ne vais pas vous faire je vous fais juste l'histoire rapide. Hein. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un timer QTimer. Le timer QTimer contient les paramètres que vous avez passés, le pointeur sur le delegate qui va être appelé quand le timer tic, quand est-ce qu'il doit démarrer, si jamais il doit se répéter, etc. Ce timer QTimer est géré comme une liste chaînée, à l'ancienne, à la C, même pas à la C++, hein, à la C. Donc chacun des éléments pointe vers le QTimer suivant, et quand il arrive au bout, le dernier, il annule, hein, pour dire ma liste chaînée, elle est finie. Donc ça, quand vous devez suivre ce genre de structure de données dans WinDBG à la main avec des commandes, vous retournez à l'hôpital. Vous étiez sorti, là, vous y retournez. Donc je vais essayer de vous montrer comment on peut faire ça avec CLRMD. Alors bon, il y a quelques trucs à voir. La première chose, c'est penser à la réflexion. On va récupérer le type qui correspond à mon timer QTimer. J'ai oublié un tout petit détail, c'est que le premier timer QTimer, il est pointé par le champ m_timer d'un objet statique. Point de détail voilà. Donc je récupère le type correspondant à mon timer Q. Ensuite, je récupère la description du champ statique s_q, un peu comme de la réflexion. Une fois que j'ai ça, je dois chercher la valeur qui est contenue dans ce champ. Et là, je dois avoir un pointeur sur un timer Q. Et de ce timer Q, j'aurai besoin d'avoir la valeur d'un champ d'instance. Puisque maintenant que j'ai un instance de timer Q, il me faut ça. Donc il me faut la description du champ d'instance et non pas du champ statique. Et une fois que j'ai ça, je peux récupérer la valeur. D'accord? Alors il y a des petites fonctions pour avoir le nom de la méthode, comme je vous ai dit, le décrypter, ça c'est plutôt facile. Alors, comment on fait? Déjà, on va essayer de faire ça un peu rapidement, on ne va pas écrire du code qui va prendre 150 ans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de récupérer le type de l'assembly d'où il a été créé. Donc moi je sais que mon timer Q, il est défini dans mscorelib.dll. Donc j'itère sur la liste des modules, et dès que je trouve mscorelib, j'utilise getTypeByName pour récupérer le CLR type correspondant au timer Q. Donc là j'ai la description de mon type timer Q. Et là ça commence à devenir pénible. Si déjà ça ne l'était pas avant. Donc là, c'est quoi la misère? La misère, c'est que, je vous ai dit, il est possible d'avoir plusieurs abdomens dans une application. Et comme les gars de Microsoft ont fait ça super bien, les abdomens, c'est comme des bébés process, mais au sein d'un process Win32. Donc super, au niveau consommation, vous consommez beaucoup moins au niveau du système, et vous pouvez mettre plusieurs bébés process. Donc pour que ça marche, il fallait que, si jamais vous aviez des statiques dans votre process, si vous avez plusieurs instances en gros de process dans chaque abdomen, il faut que la valeur du statique soit différente, sinon vous pouvez les regarder dans le panier du voisin. Donc il y a une valeur différente par abdomen. Ce qui explique le code qui est écrit là. Donc j'ai récupéré la description de mon champ statique, qui est un CLR static field avec le nom s_q. Et là, je commence à itérer sur tous mes abdomens.
Si jamais j'ai une valeur pour un abdomen, ça veut dire que je l'utilise dans l'abdomen, et c'est celui-là qui est bon. Alors généralement, là je vous fais un truc un peu Armageddon, ça, tout ça. Aujourd'hui, on a très peu d'applications qui ont des abdomens, sauf si vous n'avez pas de chance. Et donc c'est le premier qui va marcher, et puis vous allez l'avoir. Mais si on devait vraiment l'écrire complètement, c'est ça qu'il faut écrire. Donc là, je me retrouve avec en gros la valeur de mon timer queue. J'ai une référence sur mon timer queue. J'aimerais bien aller voir la valeur du m_timers qui pointe vers le premier timer queue timer. Donc comment faut que je fasse? Eh bien en fait, ces 3 lignes de code-là, ce sont les 3 lignes de code que vous devez écrire à chaque fois que vous voulez avoir la valeur d'un champ. Donc, je récupère le type de l'objet qui est derrière mon pointeur. Je connais le nom du champ qui m'intéresse. Donc je récupère la description, mais cette fois c'est un champ d'instance, donc c'est à travers un CLR instance field. Et une fois que je l'ai, eh ben, je demande la valeur de ce champ pour l'objet pointé par adresse. C'est cool, hein? Je vous sens moins vibrant d'essayer CLRMD là soudain. Je ne sais pas pourquoi, c'est un petit truc là, c'est passager. Mais j'espère que ça va changer, vous allez voir. Et ça, c'est comment on récupère les informations pour le pointeur vers la méthode qui va être appelée. Donc un delegate, il contient 2 champs fondamentaux. Le premier champ pointé par... on va commencer par le deuxième, j'ai mal fait mon slide, mais oups, pardon. Donc le underscore méthode PTR, c'est l'adresse en gros de la méthode elle-même qui va être appelée. Donc ça, c'est la fonction. Et vous pouvez utiliser la méthode de CLR runtime getMethodByAddress, et ça vous retourne un CLR méthode fortement typé avec le nom, la signature, les paramètres, l'IL. Donc ça, vous êtes cool. Et c'est quoi le deuxième champ qui est intéressant, qui est pointé par underscore target? Ce champ, il représente le fait que votre callback, elle est soit statique, soit d'instance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous avez créé votre timer en lui passant la méthode d'un objet, dans le target, vous aurez la référence de cet objet. D'accord? Parce qu'il y a un paramètre, un this implicite, hein, pour les méthodes d'instance. Et si jamais c'est une méthode statique, eh ben vous aurez target qui vaut 0, qui vaut nul. D'accord? Bon, on regarde le code pour le faire. Ça va être super rapide, hein, parce que je pense que vous êtes déjà à moitié dégoûté, donc je vais vous dégoûter complètement. Ça devrait être... et j'aurai réussi ma mission. Je retrouve mes yeux. Alors, ce code-là, il est... c'est le même que ce qu'il y a dans les slides. Hein. Donc, j'ai mon type_by_main de mon timer queue, j'ai mon truc statique, j'ai mon abdomen. De mon abdomen, quand c'est pas 0, je récupère... donc le getFieldValue, rappelez-vous, les 3 lignes de code, getObjectType, getFieldByName, et hop, getValue. Donc là, en gros, j'ai récupéré la valeur contenue dans le champ m_timer. Donc c'est en gros le début de ma liste chaînée. Et après, eh bien, alors ça c'est un truc interne qui me permet de mettre dedans toutes les infos. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ce code-là. C'est en gros, j'ai mon timer queueTimer et je vais récupérer chacun des champs. Je vais récupérer mDueTime, mPeriod, mCancel, mState. Bon alors je vous ai un peu menti, je disais que le code qu'on écrit pour faire du CLRMD c'est du C#. Enfin ça c'est pas du C# pour moi, c'est du script. Voilà. Donc là, j'espère que je vous ai complètement dégoûté et là vous allez dire bon bah on peut s'arrêter maintenant, c'est pas la peine, jamais j'utiliserai CLRMD. Ben, je vais vous donner d'autres raisons de penser ça. C'est que j'aimerais bien pouvoir écrire du code en C# en fait, vraiment, avec un point value plutôt que d'avoir ces 3 lignes de code. Mais c'est pas tout. J'aimerais bien aussi que quand il y a des tableaux et quand il y a des inénumérables, ben, je puisse faire un for et puis un for each. Ben là non, n'a pas. Et puis bon, j'aimerais bien récupérer toutes mes strings mais en une fois quoi. Je ne vais pas commencer à mettre des boucles partout pour itérer. Bah, pas de bol, on l'a pas. Est-ce que vous êtes complètement... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas complètement dégoûté dans la salle? Ah non, il y a une personne qui n'est pas dégoûtée. Pourtant... Bon allez. Alors, ça, vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose que
qu'on a regardé parce qu'on était dedans, nous, et qu'on a écrit nos outils. Et donc, le bon développeur est le développeur qui est un peu feignant et qui n'a pas envie de se taper ce genre de ligne de code où la maintenance est infernale, quand il y a un bug, on ne comprend pas. Et donc, j'ai un collègue qui a dit, bon, Christophe, c'est bien, mais on va faire un petit peu mieux que ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un nugget qui s'appelle DynaMD. Les sources sont disponibles dans GitHub et vous avez directement la possibilité de l'intégrer dans votre projet, en plus de CLRMD. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va implémenter le Dynamic Object et toutes les méthodes qui vont bien pour vous faire croire, quand vous tapez votre code, que quand vous mettez un nom de propriété, bah, il va la trouver. Quand vous allez caster pour dire que c'est le bon type, eh ben, il va le caster pour vous. Le try-get-index pour les itérateurs et les arrêts, tout ça. Et donc maintenant, quand vous allez écrire du code, bah, vous allez écrire du code un petit peu comme ça. Donc, vous allez être obligé d'avoir une adresse à un moment, à un autre, parce que c'est ce que vous avez de l'autre process. Ça, on peut pas y couper. Il faut bien au moins avoir cette info-là. Et là, il y a une méthode d'extension qui s'appelle getProxy sur la heap. Vous lui passez une adresse et il vous file un proxy. Et sur ce proxy, ben, vous allez pouvoir écrire du C#. C'est-à-dire là, ce code qui est là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, dans bucket, il y a vraiment la valeur du champ m_bucket, qui est lui-même un champ de m_table de l'objet qu'on avait en entrée. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est du C#, ça. Bon, le seul petit truc qui va manquer, c'est l'autocomplétion. Et on est avec des dynamiques, on ne peut pas non plus réinventer la poudre. On peut accéder à des tableaux et à des inénumérables avec un for et un for-each, ils le supportent. Et il y a une deuxième méthode d'extension qui s'appelle getProxies. Et vous lui passez le nom du type qui vous intéresse, et il va vous retourner une énumération de proxys dont on est sûr qu'ils seront du type que vous avez demandé. C'est pas mal ça quand même. Bon, il n'est pas là, mais on peut l'applaudir parce que c'est un sacré boulot. Merci pour lui. Pour l'enregistrement, il sera là. Kevin, c'est pour toi. Bon, en plus, c'est mon chef, alors voilà. Alors, je vais vous montrer le code correspondant. Alors, pas le code de l'implémentation, hein, là c'est du Devel 600, donc je vous laisse, quand vous avez des... Voilà, c'est pour vous, le cadeau. Donc si je vous montre l'équivalent de ce code-là, ça c'est celui qu'on ne veut pas avoir à écrire. Qu'est-ce que je fais de l'autre côté? De l'autre côté, j'ai la même chose, j'ai le même code jusqu'au moment où j'ai mon adresse. À partir du moment où j'ai l'adresse, soudain, ça ressemble à du code C#. Rappelez-vous, je fais getProxies, et là, je sais que j'ai une queue. Et sur mon queue, je recherche le m_timer. Donc je fais un point m_timer. Tant qu'il n'est pas nul, eh ben, j'aimerais bien avoir le DueTime de mon timer, le m_period de mon timer. Ça, c'est quand même vachement plus mieux que ça. On est d'accord? On est d'accord. Je pense qu'on est tous... Même, quelle était la personne qui avait levé la main tout à l'heure? Ok. Ça, c'est mieux? Ok. Ouais, c'est so-so, quoi. D'accord. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste un petit peu de temps pour les personnes qui ne sont pas dans la salle. Je suis désolé, j'espérais qu'il y aurait... Enfin, si, il y a 2 personnes, celles qui sont sorties de l'hôpital, qui utilisent WinDBG. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est que l'investissement que vous aurez fait pour écrire vos propres outils, vous pouvez le réutiliser si vous utilisez WinDBG. Donc, je vais vous montrer maintenant que on peut faire ça. Alors, ça va vraiment être WinDBG pour les nuls. No offense, c'est un titre standard maintenant, on peut dire pour les nuls, c'est un livre qui dit que quand on ne connaît pas... voilà. Alors, WinDBG, c'est un débugger natif de Windows. Il ne connaît rien à .NET. Il y avait pas mal de mains qui se sont levées quand je demandais si vous aviez fait du C ou du C++. Donc, quand on crée une DLL native, en C ou en C++, elle exporte des fonctions. Eh bien, le nom des fonctions correspond au nom des commandes qu'on pourra taper dans WinDBG. Jusque-là, ça va? C'est pas trop dur. Il y a une commande, généralement, quand on est plutôt sympa, on a une commande spéciale qui s'appelle help, qui liste toutes les commandes qu'on a dans notre DLL. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable de transformer du code C# dans une assembly C#
en DLL native qui va être pouvoir charger par WinDBG. Alors ça, il y a quelqu'un qui l'a fait pour nous. Il y a un nugget qui s'appelle Unmanaged Export qui fait toute la magie. Et là, pour moi, c'est vraiment de la magie. Parce qu'il faut bien comprendre que WinDBG, c'est du natif. Il va être capable d'exécuter du code C# que vous avez écrit. Donc au milieu, il y a pas mal de trucs là. Donc, notamment, il change le build de votre projet pour générer une DLL native. Et il va être capable de bootstrapper la CLR avant qu'une seule de vos fonctions soit appelée. Alors ces fonctions, c'est quoi? Je vous rappelle, ça correspond aux commandes qui vont être appelables dans WinDBG. Donc vous allez décorer chacune de vos méthodes étant des méthodes statiques. Et vous allez les décorer avec l'attribut qui s'appelle DLL export. Et ces méthodes statiques doivent avoir cette signature barbare. Donc myCommand, hein, c'est le nom de votre méthode. Et il prend deux paramètres. Un inptr, c'est un void d'étoile, hein, en C++. Ça veut dire aie confiance, tu vas recevoir quelque chose. On va voir que CLRMD sait s'en servir. Et derrière, on reçoit une string qui correspond aux arguments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre commande, c'est bien si vous pouvez lui passer des arguments, quoi. C'est quand même plus classe. Donc vous allez les recevoir comme une string. Ensuite, vous faites build, vous récupérez le binaire qui a été généré, plus toutes les assemblées dont vous avez besoin, donc au moins celle de CLRMD, DINAMD parce qu'on n'est pas des animaux, on va écrire du C#, hein, et toutes les dépendances qui tiennent les dépendances. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on lui dise où est-ce qu'il les trouve, quoi. Sinon, il va avoir du mal. Il est très fort WinDBG, mais des fois, il est un peu lourdingue. Alors, comment on fait? Ça, c'est un slide un peu récapitulatif. Je vais plutôt aller dans le code pour vous montrer ce qui se passe. Mais en gros, il fait de la magie pour... la première chose, c'est... Bon, c'est dur si vous n'avez jamais utilisé WinDBG, puis j'ai pas envie de le lancer parce que là, je vais me faire virer de la salle. En gros, c'est un truc qui, quand vous tapez une commande, il vous sort une blinde de texte. Voilà, c'est ça le principe de WinDBG et des commandes. Et donc, il va falloir trouver un moyen pour que vous, dans votre code, vous lui balanciez plein de textes. Bah, c'est facile. Le gars, il s'est dit, ça serait pas mal si on pouvait faire ça. Donc, Lee Culver, qui est le gars qui a implémenté CLRMD, il fournit un sample qui fait ça, qui s'appelle WinDBGExt. Et dans ce sample, il y a un fichier common.cs dans lequel il va faire le truc dont je vous dis. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, j'ai qu'à rediriger le console, quoi. Donc si je fais console.writeLine, console.write, ça part directement dans l'output de WinDBG. Ça, c'est cool. Il fait un petit peu de trucs magiques, et on permet de résoudre les dépendances. Et Pisou, la seule chose que vous avez à faire, vous définissez une classe partielle qui étant le debugger extension, et vous mettez vos fonctions décorées, comme je vous l'ai dit, et la première ligne de commande à faire, c'est appeler init.api. Je vous montre le code. Et après, vous êtes libéré. Après, vous avez le droit de détester les sessions level, tout ça. Alors, si on va dans l'implémentation... Ah si, je voulais vous montrer un truc pendant que je suis désolé de... Voilà, donc ça, c'est... Ouais, je vous le ferai après. C'est de ma faute, là. Je suis passé en retard, en fait. Normalement, à ce moment-là, je dois être super en retard et je ne suis pas en retard, donc j'ai pas l'habitude. Je vais essayer de vous retrouver le code que je voulais vous montrer, qui est parti. Donc ça, c'est mon extension. Donc je vous ai dit, hein, le code de ça, c'est sur GitHub. Et ça, c'est le code de... s'il s'ouvre bien comme il faut, de l'extension qui fait la même chose que le string duplicate que je vous ai montré. Donc je vous ai dit, quand vous écrivez votre extension, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une classe partielle, voilà, qui étant debugger extension. Vous mettez vos fonctions statiques, qui ont toujours la même syntaxe, le inptr, plus le string. Alors pourquoi j'en ai trois, hein, qui ont l'air de faire la même chose en gros. Donc j'en ai trois. J'ai
SD, string duplicate avec que des minuscules et string duplicate avec des majuscules, parce que dans WinDBG, il y a WinDBG pour les gens qui ne savent pas utiliser, donc on leur met des noms de commandes qu'on comprend, hein. String duplicate, vous comprenez, et pour les gens qui sont qui veulent se la péter en conf, tout ça en démo, vous mettez des commandes SD, donc là vous savez que c'est string duplicate. Hein. Et majuscule, minuscule, parce qu'il fait la différence entre majuscule et minuscule, ça serait trop facile aussi. Et donc là, les trois vont appeler le onString duplicate. Et ce que je veux vous montrer dans le onString duplicate, je reviendrai sur ce init API, mais je vous ai dit, c'est le seul truc qu'il faut que vous appeliez. Une fois que vous avez appelé init API, vous avez une propriété qui est disponible pour vous, qui s'appelle runtime, et donc qui est d'un CLR runtime, duquel vous pouvez récupérer tout ce que vous voulez. Et le code qui est là, c'est le même code que celui que je vous ai montré dans ma petite application console. Donc ça veut dire que, à part le petit code de Bootstrap, qui était déjà différent entre un dump et une application live, à part ce code-là, le reste c'est le même code. Pas de duplication de code, c'est pas bien, c'est mal. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, le secret, il est là. Alors, l'init API, qu'est-ce qu'il fait? Vous vous rappelez le initptr, là, le truc où je vous disais qu'il fallait que vous ayez confiance? Eh bien, qu'est-ce que ça fait? C'est en fait une interface exposée par WinDBG qui s'appelle iDebug Client et que CLRMD sait traduire en data target. Oh. Donc le create from debugger interface, je ne vous l'ai pas montré, parce que vous n'allez jamais écrire un code qui va aller faire ça. Hein, enfin, essayez pas. Hein. Essayez pas. Mais lui, il sait faire ça, puisque c'est ce qui est retourné par WinDBG. Et donc une fois que vous avez ça, vous avez le data target. Et je vous rappelle, une fois qu'on a le data target, tout le code derrière, c'est le même. Donc là, on est cool. Le petit côté magique de rediriger votre console, voilà, c'est ce petit code-là. Si un jour vous avez envie de faire ça, vous pouvez vous inspirer de ce code-là. Il wrap ça derrière un DBG nstream qui connaît les méthodes de iDebug Client et il sait qu'avec ces méthodes-là, il va pouvoir passer le texte à WinDBG. La petite chose qu'il va falloir faire, dont je vous ai parlé, où j'ai dû moi écrire du code, c'est la partie où j'écoute les events, donc celui-là. Je vous ai dit, la seule chose que, quand vous tapez dans WinDBG, vous faites load avec le nom de votre DLL, le pass de votre DLL. Donc celle-là, il sait où elle est, vous lui avez donné, il n'est pas bête, hein, il va la prendre. Mais quand il va commencer à exécuter, quand vous allez taper la première commande, là, on tombe dans le cas de la CLR standard. S'il y a un type dont il a besoin, il faut qu'il trouve l'assembly dans lequel il y a le type, il charge l'assembly, il charge le type et tout le bastring. Donc ça, il faut qu'on l'aide là-dessus. Donc on écoute l'event assembly resolve sur le current app domain. Et là, ben, moi, je sais que j'ai besoin de ça parce que ce sont les dépendances. Ce sont les dépendances que j'ai pour mes exemples de commandes. D'accord? Donc en gros, le resolve, il va s'inspirer de cette liste-là, et puis si jamais il les trouve, eh ben, il va le renvoyer, et si jamais il ne les trouve pas, il dit « oups », et là, ça marchera bien dans WinDBG. D'accord? Donc ça marche, croyez-moi. Je vais retourner ici, et hop. Ça, ce sont les ressources que vous avez à votre disposition. Donc il y a une série de 9 blog posts sur comment utiliser CLRMD, sa vie, son œuvre, tout ça. Vous avez vraiment tous les détails là-dessus. Je vous ai dit qu'il y avait le code des extensions, donc soit des extensions qui sont dans WinDBG par lequel je viens de finir, soit ma magnifique application WPF qui n'a pas reçu d'applaudissements. Je suis un petit peu déçu, mais tant pis. Et puis ensuite, vous avez le GitHub de Kevin qui a écrit le DynaMD pour vous, que pour vous. Et ben, CLRMD, il est aussi sur GitHub. Là, vous avez les samples, le code des samples, l'implémentation. Prenez le temps vraiment d'aller voir comment est-ce qu'ils font. C'est très, très instructif. Et j'ai fini. Merci de votre attention.